Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la réapparition d'Ibrahim Traoré à la télévision nationale burkinabé. Après 2 jours de confusion à Ouagadougou sur fond de rumeurs de coup d'État après avoir entendu des tirs d'un obus tout près du palais présidentiel. Décryptage à suivre dans ce journal. À la une aussi, la levée d'immunité de Mohamed Bazoum. Nous en parlions hier. Le président nigérian déchu et détenu depuis 10 mois doit désormais faire face à un procès devant un tribunal militaire. Nous en parlerons avec Florence Loane, une avocate membre du collectif international des avocats du président Bazoum. Le focus de ce samedi soir s'intéresse au pillage de l'or en Afrique. Plus de 40% de la production échapperait à tout contrôle. Une contrebande qui représenterait 70 millions de dollars qui quittent le continent chaque jour. Des révélations faites par un rapport de Suissed. Et pour en parler, nous recevrons Marc Hummel, responsable matières premières à l'ONG Suissed et co-auteur du rapport justement. Tout est parti mercredi des tirs d'un obus accidentel qui aurait atterri dans la cour de la télévision à Ouagadougou. Ensuite, 2 jours d'incertitude. Le chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réapparaît enfin. A-t-il échappé à une nouvelle tentative de déstabilisation? Décryptage de notre correspondant régional, Serge Daniel. C'est ce qu'on appelle de la communication politique. Le chef de la junte qui disparaît, en tout cas qui est invisible pendant plusieurs jours à Ouagadougou et qui réapparaît subitement, officiellement, lors d'une opération de don de sang. Un peu comme pour dire, il n'y a rien à voir, circuler, la paix règne, je suis maître ici. Mais à y voir de près, il y a plutôt eu des problèmes. D'après nos informations, la certitude, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré a été exfiltré de Ouagadougou pendant au moins plusieurs heures pour des raisons de sécurité. S'agit-il alors d'une nouvelle tentative de déstabilisation de la transition? On ne le dit pas officiellement à Ouagadougou, mais des diplomates, des hommes informés, se posent encore une fois la question. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs officiers qui sont aux arrêts, justement parce que accusés de vouloir déstabiliser la transition, le régime du président de la transition, Ibrahim Traoré, et des observateurs estiment que la situation reste fragile et que peut-être qu'au sein de l'armée, d'autres soldats, d'autres officiers ne sont toujours pas contents et que c'est la raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré dort d'un seul œil. On passe à présent à la situation politique au Niger où la Cour d'État a levé l'immunité de Mohamed Bazoum. L'organe créé par les autorités de transition ouvre la voie à des poursuites contre le président déchu, accusé notamment de haute trahison. Depuis Abidjan, on a parlé avec Florence Loane. Elle est avocate, membre du collectif international des avocats du président Bazoum. Et nous lui avons demandé sa réaction face à cette information, sachant que l'ancien président nigérien est séquestré depuis 10 mois. On écoute. Le terme que vous employez est tout à fait exact. Il s'agit d'une séquestration qui dure malheureusement depuis 10 mois. Lui et son épouse sont détenus de façon arbitraire, comme l'a reconnu la Cour de justice de la CEDEAO. Alors malheureusement, ce procès, nous attendions à un miracle et le miracle n'a pas eu lieu parce que comme vous l'avez dit justement, la Cour d'État a été créée par la junte et les juges qui ont siégé à cette Cour d'État sont des juges qui ont été nommés effectivement par la junte. Donc, ce procès qui a donné lieu à la levée de l'immunité du président Bazoum contient tous les ingrédients d'un procès inéquitable. Nous ne croyons pas, et jusqu'au bout, nous avons espéré, comme je le disais tantôt, un miracle. Nous avons espéré que la justice soit rendue de façon impartiale. Cela n'a pas été le cas. Nous n'avons pas obtenu les garanties que nous avions exigées pour les droits de la défense. Nous n'avons pas eu accès à notre client. Nous n'avons pas eu accès également au dossier. Le mémoire que nous avons déposé n'a pas été lu. A fortiori, il n'a pas été tenu compte de notre mémoire. Et bien entendu, nous avons la décision que nous craignons malheureusement, qui est celle de la levée de l'immunité du président Bazoum.
Maître, à présent, quels sont les recours possibles? Car c'est la Cour d'État, justement. C'est la plus haute juridiction du Niger. Et il n'y a pas de recours. Voilà, il n'y a pas de recours contre cette décision. Mais soyez rassurés que nous n'abandonnerons pas le président Bazoum. Nous n'abandonnerons pas le président Bazoum. Nous le défendrons devant le tribunal militaire qui sera inéluctablement saisi. Nous le défendrons également devant les instances nationales et internationales. En tout cas, le président Bazoum bénéficiera de notre soutien, de notre défense, partout où besoin se fera sentir. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà du cas de l'individu, du président Bazoum, c'est une lutte qu'il mène au prix de sa vie et de celle de sa famille pour ne pas que la démocratie au Niger soit assassinée. Et nous serons à ses côtés au Niger et partout où besoin se fera sentir pour assurer sa défense. Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud par le Parlement et il travaille à constituer un nouveau gouvernement avec les alliés de la DA. C'est la principale formation d'opposition avec laquelle l'ANC a réussi à trouver un accord pour diriger le pays. On écoute la réaction du président. Il ne s'agit pas d'une grande coalition entre 2 ou 3 partis. C'est un gouvernement d'unité nationale que nous constituons. Nous sommes ici, conformément au vote obtenu par notre peuple, pour travailler ensemble, pour garantir que nous relevions les défis auxquels il est confronté. Au moins une dizaine de personnes ont perdu la vie et plusieurs autres sont portées disparues dans le district d'Abidjan après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire depuis 72 heures. Ces intempéries ont provoqué des inondations, des torrents de boue, des glissements de terrain et l'effondrement de plusieurs immeubles. La correspondance justement à Abidjan de Makamara. Le district d'Abidjan est sous les eaux depuis 72 heures. Il est tombé 214 mm de pluie dans la commune de Yopougon et 205 dans celle de Cocody, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des 3 mois de la saison des pluies. Mai, juin, juillet sont tombés en une seule journée. Plus de 1500 pompiers militaires et civils sont mobilisés et une centaine d'engins sont engagés pour secourir les Abidjanais piégés par les eaux. Les chiffres ne sont pas encore officiels, mais déjà 2 immeubles en moins de 48 heures se sont écroulés. 8 personnes, dont un enfant, ont trouvé la mort. Certains ont été piégés par les eaux, d'autres sont décédés suite à des éboulements de terrain. Le bétonnage de la ville, les installations anarchiques et le manque d'expertise dans la réalisation des ouvrages, selon les experts, ne sont pas pour aider. Malheureusement, beaucoup de personnes réalisent d'eux-mêmes les constructions parce que la majorité des bâtiments aujourd'hui qui sont soit fissurés, soit qui s'effondrent et autres, résultent de l'absence de corps de métier spécialisés dans l'accompagnement de leur réalisation. Lorsqu'on veut bitumer, par exemple, une voie, lorsqu'on le fait, on est obligé de charger. Donc les maisons qui étaient en hauteur, lorsqu'on charge suffisamment, ces maisons viennent bas. Donc du coup, quand il pleut, le ruisselle pour aller sur ces sites-là. Les pompiers étaient encore à pied d'œuvre dans l'espoir de retrouver un survivant qui serait en dessous de cette boue dans ce quartier de Mossikro dans la commune d'Atekoubé. Le gouvernement ivoirien a lancé en février des opérations de destruction, des constructions anarchiques et de déguerpissement de 176 sites à risque. Des dizaines d'autres sites ont été identifiés et seront détruits dans les jours qui suivent. On passe à notre focus du samedi dans le JTA. Ce soir, on s'intéresse à la production d'or en Afrique. Grâce à un rapport de l'ONG Suicide, on apprend que plus de 40% de la production du métal précieux sur le continent échappe à tout contrôle des États. Pour aller plus loin, on reçoit justement l'un des auteurs de ce rapport, Marc Hummel, responsable matières premières à l'ONG Suicide. Marc Hummel, merci de nous retrouver. Près de 70 millions de dollars de manque à gagner par jour, dites-vous. Comment expliquez-vous l'ampleur du phénomène et quelles sont les raisons justement de ces trafics ?
Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui, c'est un phénomène qu'on connaît depuis de nombreuses années, mais l'idée de notre rapport était vraiment de montrer l'ampleur du phénomène. Et vous l'avez très bien dit, on est aujourd'hui à plus d'1 tonne par jour qui quitte le continent africain de manière clandestine, ce qui représente plus de 70 millions de dollars. Donc les raisons sont multiples. Il y a non seulement le problème de la formalisation de l'or artisanal et à petite échelle, mais aussi tout le problème de la corruption, du manque de contrôle, le manque aussi d'harmonisation fiscale entre les différents États africains, ce qui fait que l'or est exporté en contrebande d'un pays à un autre. Et ensuite, il y a aussi un manque de coopération entre les pays qui fait que voilà, on favorise d'une certaine manière cette exportation d'or illégale, on ne le contrôle pas. Et il y a aussi tous les réseaux de contrebande qui préfinancent toute cette activité. Donc il y a là aussi une certaine responsabilité du secteur financier. On en parlera justement, mais parmi les pays touchés, il y a le cas du Mali. Expliquez-nous justement pourquoi est-ce que le Mali revient parmi les pays en tête justement victimes de ces contrebandes d'exploitation de l'or. Oui, le Mali joue un rôle clé, non seulement à travers sa propre production artisanale et à petite échelle, puisqu'elle s'élève aujourd'hui entre 50 et 60 tonnes d'or par année, mais le Mali est aussi un pays on pourrait appeler un pays de transit, donc où transite de l'or de contrebande, en particulier des pays voisins. C'est le cas de l'or de la Côte d'Ivoire, l'or du nord du Burkina Faso, une partie de l'or du Sénégal ou de la Mauritanie. Et Bamako joue un rôle clé puisqu'il y a des bureaux d'achat extrêmement importants qui sont présents là. Et le prix de l'or aussi qui est présenté, enfin qui est là à Bamako, se situe généralement au-dessus du marché. Donc vous avez un prix de l'or sur le marché parallèle qui est plus élevé que le prix de l'or du marché formel. Donc ça attire énormément d'or et ces réseaux de contrebande, notamment avec certains bureaux d'achat à Bamako, jouent un rôle clé. Et le Mali exporte des quantités gigantesques puisque c'est l'un des principaux ou l'un des plus grands exportateurs d'or en contrebande de l'Afrique, et la responsabilité des personnes au pouvoir au Mali ont évidemment un rôle clé dans Expliquez-nous justement rapidement, parce que ça peut paraître contre-intuitif, justement, pourquoi est-ce que l'or illégal peut être plus cher que l'or légal, entre guillemets ? Oui, c'est tout le problème que jouent aussi les Émirats arabes unis, puisque la majorité de l'or artisanal et à petite échelle du continent africain est exporté vers les Émirats arabes unis. Et en fait, aux Émirats arabes unis, cet or est généralement échangé contre des marchandises qui sont réimportées dans les pays africains, ou en jouant aussi sur les droits de douane, vous arrivez à proposer un prix meilleur marché. Et en fait, l'or joue justement ce rôle de monnaie, où il aussi lié à justement ces réseaux aussi de contrebande, de blanchiment d'argent, etc. Et ce qui fait qu'après, vous avez un marché parallèle où le prix est supérieur, d'où la nécessité pour les États africains de s'engager dans la formalisation de ce secteur pour qu'ils puissent aussi bénéficier et que les populations locales bénéficient d'une certaine manière de la richesse de leur sous-sol. Parce que justement, il y a un impact social de cet orpaillage massif, justement, illégal. Oui, il y a un impact socio-économique extrêmement important, en particulier pour les mines d'or artisanales, puisqu'aujourd'hui, vous avez 10 à 15 millions de personnes qui travaillent directement dans les mines d'or artisanales, et ça fait vivre des millions de personnes sur le continent africain, et d'où la nécessité de ne pas marginaliser ce secteur, mais de l'encadrer, de le contrôler pour justement essayer de tirer un certain revenu, non seulement pour l'État, mais aussi pour les populations locales, pour qu'elles puissent justement bénéficier de cette richesse. Donc on a vu certaines initiatives intéressantes dans certains pays, que ce soit dans le cas de la Tanzanie, que ce soit maintenant dans le cas du Ghana, mais on a encore l'impression qu'il y a vraiment un manque de prise de conscience par rapport à l'impact énorme de ce secteur et vraiment la nécessité de l'encadrer, parce que ce secteur peut aussi être à la source des pires violations de droits humains, que ce soit en termes de travail des enfants, en termes de financement de conflits armés ou en termes aussi de graves pollutions, notamment avec l'utilisation du mercure. Mais alors, dites-nous, quelles sont justement les mesures clés, ou que peuvent faire justement les pays qui sont victimes de cet orpillage massif, justement ?
Oui, je pense qu'il y a différentes mesures. Au niveau de la production, notamment, je pense qu'il faut faciliter l'engagement du secteur financier, l'engagement des banques, puisqu'aujourd'hui, la majorité des mineurs artisanaux dépendent de réseaux de préfinancement informels ou de contrebande. Il y a aussi la nécessité de délimiter des zones d'extraction, d'augmenter les ressources des agences nationales qui sont chargées d'encadrer et de contrôler le secteur. Et d'autre part, au niveau de la commercialisation, il y a évidemment toute la lutte contre la corruption, puisqu'on sait que certains gouvernements ou représentants de gouvernements sont aussi impliqués dans ces réseaux de contrebande. Il y a évidemment la nécessité d'avoir une harmonisation au niveau fiscal, c'est-à-dire au niveau des droits d'exportation et des taxes d'exportation. Et ensuite, la coopération entre les pays, puisque on connaît comment fonctionne le secteur de l'or. La majorité passe par les aéroports, donc vous avez certains goulots d'étranglement. Et si vous arrivez à coopérer entre les pays producteurs, entre les pays importateurs, vous pouvez vous attaquer à ça, mais il faut une réelle volonté politique. Mais justement, est-ce qu'il y a une prise de conscience, par exemple, du rôle des Émirats arabes unis? Est-ce qu'ils jouent justement dans cette contrebande, en fait, et ce pillage de l'or du continent africain, parce qu'ils en bénéficient en premier lieu? Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience internationale, des instances internationales, justement? D'une certaine manière, oui, d'une autre, non. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis, je dirais que la pression augmente. Ils ont été placés sur la liste grise du groupe d'action financière, donc du GAFI. Ils ont été ensuite délistés parce qu'ils ont pris certaines mesures pour mieux encadrer leur secteur de l'or. Mais aujourd'hui, on voit que ces mesures sont encore largement insuffisantes. Et il ne faut pas oublier que les Émirats arabes unis jouent simplement le rôle transit, puisque la majorité de l'or qui passe par les Émirats arabes unis est ensuite exporté, que ce soit en Suisse, en Inde, à Hong Kong ou en Turquie. Donc ces pays-là ont aussi une responsabilité particulière. Mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment au niveau des Émirats arabes unis, il est temps qu'ils prennent les mesures nécessaires et la pression doit venir de toutes parts. Et je pense que les États africains ont aussi ici un devoir de demander des comptes quand ils voient que de grandes quantités d'or quittent leur pays en contrebande et qu'il est déclaré à l'importation à Dubaï. Merci infiniment Marc Hummel d'être venu justement, co-auteur de ce rapport de Suissed justement sur l'or et le trafic illégal de l'or sur le continent africain. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Berne à Caille en passant par Koulikoro. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.